Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver avec cette nouvelle vidéo. Si c'est votre première fois ici, je suis Nathalie et je propose chaque semaine des astuces et de l'inspiration pour vivre une vie plus douce et plus simple. N'hésitez pas à rejoindre notre communauté en vous abonnant pour que l'on puisse cheminer ensemble. Avec l'âge vient l'expérience. On apprend des choses sur les autres et sur nous-mêmes. On aurait aimé les connaître plus tôt, mais on a eu besoin de les vivre pour prendre du recul. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter 10 de ces constats. Ce sont des leçons de vie que j'ai apprises au fil des années, des choses importantes dans mon parcours. Elles sont bien sûr très personnelles, mais peut-être que vous allez vous retrouver aussi en elles ou qu'elles vous permettront de mettre le doigt sur certains enjeux auxquels vous faites face. En numéro 1, choisir ses batailles. On peut facilement s'éparpiller dans la vie. On s'investit dans plusieurs activités, projets ou relations et on peut se retrouver très vite débordé et confronté à divers types de défis ou de conflits. Apprendre à choisir ses batailles dans le tumulte quotidien permet de préserver son énergie. Toutes les batailles ne se valent pas et investir son énergie dans chaque situation peut être épuisant et contre-productif. C'est un constat que j'ai pris du temps à comprendre, mais quand je l'ai compris, ça a beaucoup changé ma perspective sur la vie. Choisir ses batailles implique la reconnaissance de ce qui est vraiment important. Quel combat en vaut la peine? Pour éviter de gaspiller inutilement son énergie, c'est bon de choisir où diriger son attention et son engagement pour les objectifs qui ont une réelle importance pour nous. Mais c'est tout un art de déterminer quand c'est nécessaire de se retirer ou de prendre du recul pour conserver sa santé physique et mentale. Ce n'est pas une fuite face aux défis de la vie, mais plutôt une manière de canaliser son énergie là où elle est vraiment nécessaire. En choisissant ses batailles, on peut ainsi créer une vie plus équilibrée, plus significative et moins engorgée par des défis et conflits superflus. En numéro 2, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Pour réaliser quelque chose ou atteindre un objectif, il est souvent nécessaire de passer par des épreuves. C'est très rare dans la vie de ne pas traverser des moments difficiles pour atteindre un objectif. En sachant cela, on peut avoir le réflexe de se bloquer par peur de ce que l'on va rencontrer sur notre chemin. Mais les erreurs, les imperfections, les difficultés et les perturbations permettent d'apprendre et d'obtenir le résultat souhaité. Si on veut préparer une omelette, on devra casser des œufs, on devra faire des sacrifices et faire face à des moments désagréables. C'est un passage obligé pour atteindre le but. Ce constat met aussi en évidence comment rien n'est parfait et facile dans la vie et comment il faut peser le pour et le contre dans chaque situation pour mesurer les efforts demandés. On ne sait jamais exactement ce qui va nous attendre en termes de défis lorsqu'on entreprend quelque chose, mais il faut être prêt à les surmonter pour atteindre notre objectif. En même temps, il faut que le jeu en vaille la chandelle et ne pas se perdre en chemin dans la concoction de notre omelette. En numéro 3, l'erreur est humaine. Se tromper fait partie de l'apprentissage de chacun d'entre nous, mais s'accorder le droit à l'erreur peut être très difficile, surtout lorsqu'on a un schéma de perfection. Quand on se trompe, que les choses ne se passent pas comme on le voudrait, quand on fait une bêtise, quand on regrette quelque chose, on s'en veut parfois terriblement. On est d'ailleurs souvent plus sévère envers soi-même que les autres. Ce que l'on pardonne à nos proches, on n'arrive pas à le pardonner à nous-mêmes. Si vous avez comme moi cette tendance à vous faire des reproches dès que vous faites une soi-disant erreur, essayez de renverser la donne. C'est ce que j'essaie de faire.
J'imagine que c'est quelqu'un qui m'est cher, qui a fait cette erreur. Tout de suite, c'est de l'empathie que je ressens. Accordez-vous cette même empathie, cette même indulgence que vous accordez si naturellement à vos proches. Accordez-la également à vous-même. L'erreur est humaine et chaque situation est l'occasion d'apprendre. Mais si on veut être parfait, c'est impossible. Ces imperfections, ces erreurs que l'on fait, c'est ce qui nous rend humains. En numéro 4, se faire plus confiance. Assumer ses choix et ses opinions n'est pas toujours évident. On s'en remet parfois aussi aux autres, pensant qu'ils savent mieux que nous. Mais bien souvent, il n'y a personne de mieux placé que nous pour vivre notre vie. C'est bon d'écouter les conseils de nos proches, surtout quand on est plus jeune, mais au bout d'un moment, c'est bon aussi d'apprendre à se faire confiance. Quand on prend vraiment le temps de s'écouter, quand on va vraiment puiser en nous, on trouve toutes les réponses. Sans être fermé d'esprit et en restant ouvert aux opinions des autres, on peut mener notre vie à notre manière, en faisant des choix qui nous conviennent et qui nous font du bien. Pour se faire confiance, il faut apprendre à se connaître, à voir ce qui fait ses forces et ses faiblesses, mais aussi quelles sont ses compétences et ses passions. En ayant cette vision claire, on peut donc plus aisément croire en ses capacités et avoir aussi l'humilité de s'en référer aux autres quand on ne le sent pas. En numéro 5, ne pas être une éponge émotionnelle. Une grande distinction que j'ai pris beaucoup de temps à comprendre et qui peut être très libératrice, c'est de ne pas confondre l'empathie avec le fait de devenir une éponge émotionnelle. Comprendre les émotions des autres, éprouver de la sollicitude et les soutenir, surtout quand ils font face à la souffrance, est à distinguer de l'absorption totale des émotions négatives des autres. Être une éponge émotionnelle mène à l'épuisement et compromet son bien-être. Et c'est là que c'est difficile. Comment éprouver de l'empathie et de la sollicitude sans être pour autant détaché ou insensible? L'équilibre peut être trouvé quand on comprend que l'on ne peut pas être responsable du bonheur de tout le monde et que c'est important de préserver son propre bien-être émotionnel. On peut apporter tout notre soutien à une personne qui est triste ou en colère, l'écouter et chercher avec elle des solutions, mais en prenant garde d'établir des frontières. Si vous avez de la difficulté comme moi avec ce point, rappelez-vous que vous êtes aussi important dans l'équation et que vous pouvez être présent aux autres sans compromettre votre propre santé mentale. En numéro 6, il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. Plus on avance en âge, plus on se sent hors du coup. C'est un problème de nos sociétés occidentales où la vieillesse n'est pas aussi valorisée que dans d'autres endroits du monde. On peut se sentir diminué avec l'âge par rapport aux plus jeunes. On croit qu'ils savent mieux que nous, qu'ils sont plus dégourdis. Ce que j'ai pu constater ces derniers temps, c'est que oui, bien sûr, les jeunes ont souvent plus d'énergie, sont plus en santé, mais ils n'ont pas l'expérience des plus âgés. L'expérience, on peut seulement l'avoir en prenant de l'âge. C'est impossible autrement. Malgré toutes les facilités et les technologies de notre époque, malgré l'Internet et l'intelligence artificielle, il n'y a rien qui remplace l'expérience, la culture et le savoir accumulés. Alors, malgré tout ce qu'on peut vous dire ou ce que vous pouvez entendre, ne vous sentez pas inférieur si vous êtes plus âgé. Sentez-vous plutôt fier du chemin parcouru et de toutes vos expériences. Osez vous lancer dans des projets farfelus. Il n'y a pas d'âge pour réaliser ses rêves. C'est ce que j'essaie de me rappeler et c'est ce qui m'a motivée notamment à lancer cette chaîne YouTube. En numéro 7, on n'est pas obligé de faire comme tout le monde.
Que ce soit pour son choix de carrière, ses goûts vestimentaires ou son mode de vie, rien ne nous oblige à faire comme tout le monde. Tant qu'on respecte les autres, qu'on ne leur nuit pas, on peut très bien vivre une vie à sa manière. Ce n'est pas non plus parce que tout le monde fait certaines activités, part en voyage dans certaines destinations, consomme certains types d'aliments ou regarde certaines séries, qu'on est obligé de les imiter. Personne n'aime se sentir différent ou à l'écart. On veut faire partie du groupe, mais ce n'est pas toujours possible. C'est pourquoi c'est important de ne pas faire les choses en pilote automatique, de se questionner plutôt sur ce qui fait sens pour nous, comme je vous en ai parlé dans ma vidéo sur l'ikigai. Est-ce que vous avez vraiment envie de ce poste ou vous le convoitez seulement parce que vous avez l'impression que c'est un poste validé socialement? Est-ce que vous regardez cette série télé parce qu'elle vous intéresse réellement ou parce que c'est la série de l'heure dont tout le monde parle? Est-ce que sortir au restaurant est quelque chose qui vous plaît réellement ou préférez-vous manger tranquillement à la maison? Ces questions sont à la fois très simples et très compliquées à répondre parce qu'elles nous font prendre conscience de nos véritables intérêts qui sont souvent dissimulés derrière ceux des autres. En numéro 8, se défaire du schéma d'approbation. Dans la même lignée, est-ce que vous aimez que vos choix soient validés, soit par votre entourage, soit par la société? Aller à contre-courant de l'opinion de nos proches ou de nos collègues de travail, même pour des choses très anodines, peut représenter tout un défi. Vous avez envie d'aller en voyage dans tel pays, mais vous savez que cela contrariera une personne de votre entourage pour X raisons. Vous n'aimez pas tel aliment, mais vous vous forcez à en manger en présence de vos amis ou de votre famille parce que vous auriez droit sinon à des commentaires. Vous n'allez pas voir le concert d'un chanteur que vous appréciez parce que quelqu'un près de vous le déteste. Vous n'osez pas vous lancer dans telle carrière parce que votre famille la désapprouve. Pour ne pas contrarier, décevoir, mettre en colère ou rendre tristes les autres, on peut avoir tendance à faire des choses contre son gré ou à laisser tomber certains rêves ou intérêts pour ne pas les offenser. Bien sûr, il peut y avoir des situations particulières, des comportements qui seraient nuisibles, mais je ne fais pas référence à ces cas précis. Se défaire du schéma d'approbation nécessite d'avoir certaines discussions et de faire certains efforts, et on peut décider de laisser tomber pour les éviter. Mais quand on explique ses motivations aux autres, quand on leur précise qu'on les aime et qu'ils comptent énormément pour nous, et que ce choix, qu'il soit petit ou grand, est important aussi pour nous et contribue à notre bien-être, ils seront plus en mesure de comprendre. Parce que si on continue de refouler ses goûts et ses besoins pour ne pas déplaire, c'est nous au final qui allons en pâtir, et les relations que l'on a tout fait pour garder harmonieuses finiront de toute façon par être affectées. En numéro 9, respecter, mais aussi être respecté. Je crois que tout le monde doit être respecté, peu importe son âge ou sa condition sociale. De la même manière qu'on se doit d'être respectueux, on doit aussi se respecter et être respecté. Ce que j'ai compris au fil du temps, c'est que même si une personne est plus âgée que nous ou dans un poste d'autorité par rapport à nous, elle n'a pas pour autant le droit de nous manquer de respect. Se faire malmener, insulter ou rabrouer est inacceptable, peu importe si une personne est notre aînée. On lui doit le respect, mais elle aussi nous le doit en tant qu'être humain. L'opinion d'une jeune personne, ses besoins et ses envies doivent être respectés au même titre que ceux d'une personne plus âgée. Et si celle-ci tente de nous faire sentir comme si on a moins d'importance parce qu'on est tout simplement plus jeune, il faut garder en tête que notre opinion et nos valeurs ne sont pas moindres. Aujourd'hui que je suis plus âgée, je le comprends, mais je trouve ça dommage qu'il m'ait fallu tant d'années pour établir des limites saines et comprendre que chaque individu mérite d'être traité avec dignité et considération.
En numéro 10, prendre soin de soi n'est pas égoïste. Quel est le meilleur moyen, à votre avis, de prendre soin des autres, d'être là pour eux en cas de besoin, frais et dispo pour eux? J'ai pris beaucoup de temps à le comprendre et ça fait encore partie de mon cheminement. Mais prendre soin de moi est tout sauf égoïste, puisque c'est la meilleure façon justement de prendre soin des autres. Si on se néglige, si on se surmène, si on a une mauvaise hygiène de vie, on se fait du tort, mais on fait aussi du tort aux autres. On n'a pas de place, de temps et d'énergie à consacrer à nos proches, et quand ils ont vraiment besoin de nous, quand il y a un coup dur dans leur vie, c'est la catastrophe. On s'effondre complètement parce qu'on ne s'est pas bien occupé de nous-mêmes. C'est tout à fait comme le masque à oxygène en cas de dépressurisation de la cabine en avion qui tombe du plafond. Les consignes sont d'attacher son propre masque avant d'attacher celui des autres. Pourquoi? Parce que si on ne met pas son propre masque en premier, on risque de perdre conscience en raison du manque d'oxygène. Mais si au lieu on s'assure d'avoir l'oxygène, on est alors en mesure d'aider les autres qui sont en difficulté parce qu'on a la clarté mentale. Prendre soin de soi ne veut pas dire non plus oublier les autres pendant qu'on le fait. Le bien-être individuel complète celui des autres. C'est une base solide à partir de laquelle on peut contribuer positivement à la vie des autres. Nos relations vont être saines et tout le monde pourra en tirer bénéfice. Dites-moi en commentaire si vous avez fait les mêmes constats que moi et s'il y a d'autres leçons de vie que vous auriez aimé connaître plus tôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous avez apprécié son contenu, je vous invite à mettre un j'aime et à vous abonner au passage. Prenez bien soin de vous et à bientôt!